La recherche scientifique faisait partie de son univers, de son imaginaire poétique. Hein. Donc, Oui, je vais t'en parler. Jean-Luc Poivret savait allier, disons, poésie et science, hein. C'est-à-dire que ce n'était pas un grand scientifique. Peut-être l'était-il, enfin, pour certains, je veux dire pour certains chercheurs, il avait peut-être l'intuition qu'il fallait, et la poésie, car souvent les scientifiques sont des poètes, en fait, et des linguistes. Ils sont souvent, ceux qui n'ont pas d'imagination, finalement, ne vont pas si loin que cela dans la recherche. Alors là, il y a un livre, par exemple, qui faisait partie de sa bibliothèque, qui s'appelle La formation des idées en physique. Alors ça, c'était complètement son sujet, sa préoccupation. C'était qu'est-ce que je comprends à la nature, puisque la physique, c'est la compréhension au départ de la nature, des phénomènes naturels. Alors, dans ce livre-là, je vois, il a noté quelques pages, il a repéré des moments qui le touchent particulièrement. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a des termes en physique qui sont en relation, si vous voulez, avec le goût. Ça s'appelle les saveurs, les 6 saveurs, que je vais essayer de développer ensuite, parce que je n'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris certainement, c'est que Jean-Luc cherchait, si vous voulez, tous ces termes, ce glossaire, si vous voulez, de la physique, et c'était quelque chose qui lui plaisait énormément, qui l'intéressait particulièrement. Donc là, je vois, il a noté le traitement des mesures, la grandeur, corps et qualité, alors avec toute la polysémie de corps et qualité, mise en équation du phénomène, type de grandeur, mécanique du point, donc le point aussi qui est le point du dessin, le point de la peinture, échelle du monde. Et après, il y a un chapitre qui explique très très bien, si vous voulez, ce qu'était la physique. Physique vient d'un mot grec signifiant nature, et le mot nature est souligné. Et c'est surprenant, en fait, finalement, on n'y pense pas forcément tout de suite. Et cette science est définie dans sa généralité comme étant l'étude du monde extérieur et des lois de son évolution. D'ailleurs, au début du chapitre, Jean-Luc a noté physique, nature, le rapport entre physique et nature. Alors, il y a une chose dont on n'a jamais véritablement parlé, c'est les modes de notification, les modes d'annotation, si vous voulez, dans les livres chez Jean-Luc. Alors, soit c'était, par exemple, un paragraphe entier qui était encadré et repéré à l'aide d'une croix, souvent avec une lettre d'une croix, la croix de Malevich peut-être, soit c'était des mots, c'était simplement des mots soulignés. Et souvent, on voit que la suite des mots soulignés vont pratiquement constituer un langage, le langage de Jean-Luc, en fait, le langage de Jean-Luc Poivret. Par exemple, dans la page 2, il y a une définition de la physique. À l'origine de la physique se trouve la rencontre entre un phénomène naturel et la curiosité humaine. 2 points. Et Jean-Luc souligne un arc-en-ciel, une éclipse, un coup de tonnerre et un esprit en éveil. Il souligne aussi mais l'étonnement provoqué par l'observation de la nature, un émerveillement, l'écran, une image transmise par satellite, une explication, d'avoir patiemment rassemblé tous les éléments d'une solution. Et c'est ce qu'a fait Jean-Luc pendant toute son activité, j'allais dire sa création, c'était de rassembler des idées. Je me souviens qu'il avait beaucoup aimé un livre de Lucot, d'Hubert Lucot, qui disait, je crois qu'il était intitulé Regrouper. Hein. Et je pense que les poètes, si vous voulez, regroupent, les écrivains regroupent. Ils regroupent leurs sensations, ils regroupent leurs idées, ils regroupent leurs souvenirs, ils regroupent les personnes. Après, dans la page suivante, il a souligné, c'est que le mythe se fige. Oui, parce qu'en fait, souvent en physique, ça part justement avec une idée poétique, c'est-à-dire que il y a des théories, il y a des suppositions, et souvent ce sont ce qu'on pourrait appeler des mythes. Et puis après, le mythe se fige parce qu'il se répète. Le théoricien, tel un sorcier, cherche un modèle.
Là, il a souligné sorcier et modèle. Une représentation. Une représentation, c'est ce qu'il fait sur ces grandes pièces où il représente, par exemple, des engrenages, des machines avec des grandes roues qui vont rouler sur l'humanité, si vous voulez, quelque part, permettant de comprendre les phénomènes. Il se dit certainement expérimentateur, là il souligne expérimentateur. Voilà. Et aussi, on a dans le langage de la physique, en fait, que des mots qui ont un rapport avec la vie courante, recette, alors justement, je reprenais tout à l'heure, saveur, les règles du jeu. Alors évidemment, l'empirique, bien sûr, bon, c'est le souligne semblable à la fourmi. Parce que oui, Jean-Luc était aussi on va dire quelque part une fourmi, hein, qui a amassé des objets, qui a amassé des idées. L'abeille, par exemple, aussi est citée, garde le milieu. Elle tire la matière première des fleurs des champs. Puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. Cela résume un peu le travail de Jean-Luc. Ça a été une longue digestion, quelque part, des règles de l'univers, de la littérature, de la science. C'est l'étroite alliance de ces deux facultés, l'expérimental et la rationnelle. Donc tout cela est souligné en rouge. Ça a dû certainement le frapper, enfin je veux dire cette approche de la physique. Par exemple, dans un chapitre consacré aux ondes gravitationnelles, Jean-Luc souligne les ondes et plus loin, le ralentissement du mouvement de tournoiement. Le tournoiement. On peut lire le tournoiement dans ses dessins. Alors la mesure, justement avec toute la valeur du mot, la mesure, c'était un mot qui l'a hanté presque un peu, hein. Appareil pour mesurer, sous-entendu peut-être les sentiments, mesurer la folie, mesurer les excès, etc. La mesure, la parcimonie, tout ça revenait souvent, donc les appareils de mesure l'intéressent énormément. La réduction du paquet d'ondes, là c'est souligné, mais 0,8. Et là, il y a un moment, je ne sais pas si Jean-Luc Poivret lisait tous les textes scientifiques en entier, mais je pense qu'il extrayait tout ce qui l'impressionnait, qui le frappait. Pourquoi un ressort oscille-t-il après avoir été étiré ? On imaginerait très bien cela en tableau, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, il a fait des tableaux sur toile dans lesquels il y a des petites allusions, j'allais dire, à la physique. Hein, il y a des flèches avec des ressorts. Je me souviens sur un tableau rouge. Il y avait des choses qui avaient une relation directe avec la physique. Il avait aussi il disait qu'il créait des théories. Enfin, il aimait beaucoup les théories. En fait, les théories, c'était aussi des rêves. Hein. C'était des rêves. Il parlait ici, par exemple, il souligne « Si le monde est fait de briques ». Il a fait une œuvre où il empile des morceaux de Nord-Atlas, de grande taille, qui faisait 3 mètres sur 2, qui représentaient en fait comme un mur, qui représentait un mur qui représentait en fait la construction de l'univers. Plus loin, échelle du monde. Alors là, échelle du monde, il a dessiné énormément d'escaliers, d'échelles, etc. L'échelle du monde. Les tourbillons. Alors là, il y a une très belle théorie, d'après lui, j'imagine, ont élaboré la théorie de l'élan, l'impétus. La main du lanceur cède à la pierre une partie de sa force. Le corps en mouvement s'arrête quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à le pousser. Ça faisait partie de son univers, quoi. Et comme la même raison vaut autant pour la Terre, rouler une bille, et d'y faire rouler une bille. La force n'est pas liée à la vitesse.
Et oui, la vitesse, je me souviens que il disait qu'il n'était pas vraiment le peintre de la vitesse, parce qu'on lui demandait souvent, mais alors, vous vous intéressez aux avions, vous êtes un peintre de la vitesse. Et souvent, il le niait. Il disait non, c'est pas la vitesse, c'est autre chose. Des fois, il ne pouvait pas toujours expliquer exactement ce qu'il voulait dire. Mais ça n'intéressait pas la haute technologie, enfin, ça l'intéressait bien sûr, mais c'était pas ce qu'il représentait dans son travail. C'était pas la haute technologie, c'était plutôt l'anachronisme de la science, hein, l'anachronisme de la peinture. La science vue à travers des avions anciens, des avions historiques. D'ailleurs, il parlait d'avions historiques. Alors, il avait une théorie aussi, il en avait parlé beaucoup, il a développé, c'était la théorie à base de cordes. Donc ça n'est pas de lui, mais je veux dire, il l'a reprise et il y a réfléchi. Et là, il y avait un élément qui est, à mon avis, superbe, qui lui correspondait vraiment très fort. C'était l'histoire des forces fondamentales et le champ de Higgs. Et l'histoire des saveurs. Ça a dû lui plaire, parce que lui qui était toujours j'allais dire plongé dans les livres de cuisine et à la recherche de gâteaux et de millefeuilles, etc. Là, tout d'un coup, il a trouvé les 6 saveurs de quark. Les 6 saveurs de quark sont up, down, strange, charm, bottom et top. Donc ça, c'est un vocabulaire incroyable. Mais la matière ordinaire est seulement faite à base d'électrons et de quarks up et down. Et les quarks n'apparaissent jamais à l'état libre. Donc Jean-Luc a souligné les saveurs, bien sûr. Et je pense il allait sans doute faire quelque chose avec cette histoire de saveurs. Il en parle parfois lorsqu'il parlait de pâtisserie, etc. La saveur, c'était un mot que je lui ai entendu. Et une autre très très belle théorie, la théorie de tout. La théorie de tout. TDT, qui intégrera les 4 constantes fondamentales. Il y a aussi la théorie de jauge, la jauge à essence, etc. Ainsi appelée d'après le groupe de symétrie qu'elle utilise, qui prévoyait une instabilité du proton. Et puis il y avait la théorie à base de cordes. Le problème est que ces théories conduisent à des prédictions, c'est bien ce qu'on disait, des prédictions invérifiables. Il faut partir sur des prédictions invérifiables, soit parce qu'on ne sait pas obtenir une énergie suffisante, soit parce qu'elles contiennent trop de paramètres ajustables. Donc, les théories, en fait, ce sont des rêves. Des rêves pour Jean-Luc, c'est-à-dire des si, et comme si, et si c'était comme ça. Et après, il faut prouver, il faut le développer dans l'art. Une théorie qui ne peut pas conduire à des prédictions définies, il le souligne, ou dont les prédictions sont impossibles à vérifier, doit être considérée comme proprement invérifiable. Ça arrange tout le monde, ça arrange surtout le poète. Ou qui plus généralement est modifiable de manière ad hoc, est effectivement invérifiable. C'est très très beau. Robert Oldershaw. Alors, il a abordé la mécanique quantique, enfin je crois que c'est surtout le mot quantique. Le quantique, il a beaucoup travaillé sur les jardins d'Éden, le jardin perdu, l'Éden perdu, etc. Donc le mot mécanique quantique, évidemment, résonne chez lui. Alors, c'est un livre qui a dû certainement beaucoup l'intéresser. Il a noté aussi après les dates, parce qu'il aime beaucoup se repérer dans l'histoire de tout, de l'art, des sciences, etc., de la physique. Donc il a évidemment souligné Copernic, Galilée, Fermat, Huygens, conservation de la force vive, Christian Huygens, ondes lumineuses, traité de la lumière. Alors, il notait tout cela parce qu'en fait, ultérieurement, Jean-Luc se procurait souvent une revue, un livre. Il rebondissait sur une note qu'il avait prise. Ce n'est pas des notes mises au hasard comme ça. Il était toujours en quête d'un livre ou d'une explication. Il pouvait les demander aussi à d'autres. Thomas Young, explication des interférences lumineuses. Ça lui est arrivé de demander aussi des explications à des scientifiques, à les faire noter
un résumé sur un livre. Augustin Fresnel, théorie ondulatoire de la lumière. Toutes les théories sur la lumière, bien sûr, le passionnaient. Ah, il y en a une particulièrement passionnante. Henri Poincaré, notion de chaos. Ça, il l'a noté avec une croix, bien sûr. Albert Einstein, évidemment, théorie de la relativité générale. Hubble, évidemment, expansion de l'univers. Ça, c'était quelque chose qui le tracassait presque. Je veux dire, avec sa peinture, justement, la théorie des assiettes, etc. On était vraiment dans le vif du sujet, avec l'expansion de l'univers. Il y avait aussi une belle idée, là, progrès des sciences par rupture. Oui, la rupture pour l'innovation, la rupture pour l'innovation. La rupture va avec l'innovation en général. Là, il a souligné rupture. The structure of scientific revolutions. Souvent, ça passe par une rupture. Théorème sur les singularités. Et à la fin, donc, dans ce livre, il dessine un robot martien. Toute la conquête de Mars, évidemment, il l'a suivi dans la presse, il a découpé des éléments, il a reproduit des machines. Là, c'est le vaisseau qui parcourait, qui faisait des photos sur le sol martien. C'est une photo d'après un cliché de la NASA. Il faut dire que c'était une histoire absolument merveilleuse, incroyable. Après, le glossaire. Alors justement, le glossaire, quand il y avait un glossaire, il regardait... il récupérait tout, enfin je veux dire il notait tous les mots qui allaient lui servir pour la peinture, puisqu'il disait je peins avec des mots, je peins des mots. Et là, c'est amusant de voir la sélection. Chaîne d'étalonnage, chaîne de mesure, chaos, constante cosmologique, constante de Planck, ça doit lui plaire, corps noir, ça c'est beau, courbure, déplacement, distance, c'est un mot, entropie, erreur, oui l'erreur dans la science, ça c'est fantastique, estimation, étalon, étendue de mesure, fente Jung, alors là, finesse, force, fractale, grandeur. Attribut permettant de distinguer qualitativement un corps ou un phénomène. Donc dans la science, on utilise aussi des mots subjectifs, hein, ça lui plaisait. Grandeur de base, histogramme, horizon, instrument de mesure. Ça, il l'a donc développé puisqu'il a nommé ses œuvres machine à mesurer, instrument de mesure, etc. Justesse, masse en attente. Il avait fait une œuvre qui s'appelait Masse en attente. Grandeur d'un corps exprimant la quantité de matière qu'il contient. La physique est pleine de, si vous voulez, d'évidences. C'est ce qu'il devait aimer, les mots. Ce sont des évidences, mais à chaque fois, ces évidences, il faut les prouver. Masse pesante, par exemple. Grandeur d'un corps exprimant sa capacité à créer un champ de gravitation. C'est bien expliqué d'ailleurs. Elle est égale à la masse inerte. Un mécanisme, mesurage, métrologie, mouvement, objet. Physicien. Donc qu'est-ce qu'un physicien ? Un observateur. Alors ce qui est amusant, la définition est drôle. Observateur essayant de mettre un peu d'ordre dans ses notes. C'était l'humour de la part de l'auteur, je suppose. Pression. Unité, le Pascal. Et là, il y a 3 croix. Produit scalaire, ça c'est beau. Ça vient de l'échelle, donc il aimait bien tout ce qui était représentation de l'élévation, de la lévitation. Scepticisme. Donc là, on rentre dans le subjectif aussi. Doctrine selon laquelle l'esprit humain ne peut rien connaître avec certitude. Donc justement aussi, il parle, dans certains livres, quand on parle de l'infini, quand le monde est devenu infini pour les gens, parce qu'avant, au départ, le monde n'était pas infini, justement. La découverte de l'infini, ça l'avait passionné.
Théorie quantique, théorie rendant compte des phénomènes atomiques et nucléaires. Transformation de Lorentz. Unité de mesure. Voilà. Le trou noir, il l'a noté, il a mis OK. Oui, enfin, je pense qu'on connaît le trou noir, oui, c'est un mot qui est maintenant devenu presque, qui s'est banalisé. On ne le comprend pas, la plupart du temps les gens ne comprennent pas, mais disons que c'est banalisé dans le langage actuel. Puis alors après, il a noté des livres qu'il aurait voulu sans doute acheter. Il y en a un qui est très beau, c'est Prédire n'est pas expliquer. Alors, Measurement Errors and Instrument Inaccuracies. Tous les mesures des erreurs, ça c'est beau, parce que encore une fois, ça le renvoie à la vie, c'est mesure de nos erreurs, l'instrument de mesure d'erreur. La théorie physique, son objet, sa structure. Ça, c'est... Traité de la lumière. Bon, la lumière, c'était quelque chose qui me passionnait dans la peinture. Le clair-obscur, ça a été quelque chose qui l'a occupé. Supercorde et autres ficelles. Alors là, ça a dû vraiment le tenter. Non, il a écrit mai 2008, si ça se trouve. Peut-être qu'il l'avait acheté, ce livre-là. Supercorde et autres ficelles. Parce que les scientifiques ont souvent de l'humour. Hein. Ils essaient d'avoir de l'humour, en tous les cas. Souvent, ils ont des titres un peu racoleurs, comme ça. Donc là, il a évidemment noté tous les personnages de la physique qui l'intéressaient. Bon, voilà, bon, c'est bon. Et là, à la fin, justement, c'est drôle, parce que ce livre a dû vraiment, j'allais dire, stimuler un peu, si vous voulez, déchaîner son imagination. Et là, on a une représentation en serpent de l'univers. Hein. Une représentation, j'allais dire, serpentine de l'univers. Entouré ensuite de fragments que j'ai déjà vus d'ailleurs dans ses dessins. Des fragments, comme des fragments de poterie cassés, aussi certainement des parties de l'univers. La fragmentation, si vous voulez, de l'univers. Donc ce sont des dessins au stylo bille, datés du 5 mai. Donc c'était 5 mai comme l'autre 2008. Oui, ce livre était sorti en 2006.